tous, c'est Geoffrey de Vinstache et aujourd'hui, j'ai enfin trouvé comment être plus régulier sur YouTube. En repompant un format du JDG cuisiné à ma sauce, certes, mais pourquoi diantre réinventerais-je la roue? En près de 10 ans de carrière, des vins, j'ai eu l'occasion d'en goûter quelques-uns. Mais seuls quelques très rares ont réussi à rentrer au panthéon des flacons qui m'ont vraiment marqué. Que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. J'ai donc décidé de vous proposer ces nouvelles capsules vidéo plus légères en termes de montage et qui me permettront de vous parler de régions, d'appellations, de cépages, de domaines, mais aussi de mon histoire intime avec ce doux breuvage, à consommer avec modération ça va sans dire, qu'est le vin. Et pour ouvrir le bal, j'ai décidé de vous parler du Fissain 2013 du domaine Méo-Camuset. J'ai une histoire assez contrariée avec la Bourgogne, une région qui est pourtant très chère à mon cœur. Autant il y a certains vignobles dont j'apprécie les vins mais avec lesquels je n'ai aucune attache émotionnelle, autant la Bourgogne, ça révèle presque de l'intime. D'une, parce que ma grand-mère est bourguignonne. On dirait le début d'une chanson paillarde. Ma grand-mère est bourguignonne. De deux, parce que j'ai travaillé 3 ans dans l'industrie viticole de cette région. De trois, parce que j'ai fait toute mon éducation des blancs avec le Mâconnais. Le fait d'avoir grandi à 25 minutes de celui-ci n'y étant pas forcément étranger. Et pourtant, des vins rouges de Bourgogne, comme l'intéressé du jour, eh bien, on n'en buvait que très rarement dans la famille. Principalement parce que ma mère les trouvait trop légers et qu'elle préférait les rouges chaleureux du sud, comme les Vaqueras ou les Gigondas. Comme quoi, toutes ces bêtises stéréotypées de vins d'hommes et de vins de femmes. De plus, si vous êtes un amateur, vous le savez très certainement, mais les vins de Bourgogne, en termes de tarifs, c'est devenu du grand n'importe quoi. Je tease depuis très longtemps mon épisode « Pourquoi les grands crus de Bourgogne sont-ils en train de péter les plombs ?», mais cela m'attriste profondément de me dire que je ne pourrai jamais goûter certains joyaux du patrimoine viticole bourguignon pour des questions d'infecte spéculation et de rareté. Et malheureusement, le domaine dont on va parler aujourd'hui fait partie de ces noms iconiques et qui sont le fruit de nombreuses convoitises. Comment me suis-je retrouvé en possession de cette quille? Eh ben c'est une histoire assez improbable. On est en 2016 et je viens de négocier mon licenciement à l'amiable. Tu es viré de chez Viré. Je suis donc dans une période de recherche proactive d'emploi et je réussis à décrocher un entretien pour un VIE sur le marché new-yorkais. Franchement, je n'avais rien compris à l'annonce déposée tant le projet me semblait obscur. C'était une sorte de club secret du vin new-yorkais qui voulait contourner le système de distribution alambiqué du marché américain. Mais tout ce que j'avais retenu, c'est qu'il travaillait avec des grands crus de Bourgogne. Or, moi, les grands crus de Bourgogne, ça m'est toujours passé au-dessus. Dans ma famille, mes grands-parents n'avaient pas d'allocation à la Romanée-Conti, chez la Loubise Leroy, chez Henri Jaillet, au Clos de Tarbes ou encore au Clos de Vougeot. Pour les non-initiés, là, c'est comme si je vous parlais de Ferrari, Porsche, Lamborghini et McLaren. Donc j'ai potassé le guide Béthane de Sauve, qui est devenu le fidèle compagnon de ma future tentative de bluff qui avançait à grands pas. J'ai pris ma 106 1 litre à essence de l'époque. Qu'est-ce que je l'adorais cette caisse. Pour me rendre dans le célèbre village de Vaune-Romanée, histoire de m'imprégner un peu de l'esprit de la région. Et parce que je suis quelqu'un qui a une mémoire très visuelle aussi. Et je me souviendrai toujours de cette petite escapade. Je m'étais garé juste au niveau de la mairie de Vaune-Romanée et j'ai marché un petit kilomètre à pied pour arriver juste en face d'une parcelle qui appartenait au Clos Saint-Denis. Et en faisant cette simple randonnée, j'ai traversé 8 appellations. J'en parlerai plus en détail lors de mon épisode idoine, mais je suis parti de l'appellation Vaune-Romanée, j'ai longé l'Attache, la Grande Rue, j'ai observé un petit terrain de vigne séparé par une simple voie de tracteur, à gauche se trouvait la Romanée, à droite la Romanée-Conti, puis je suis passé entre Richebourg et Romanée-Saint-Vivant avant de finir devant le Clos Saint-Denis. Et de pouvoir traverser autant d'appellations en si peu de distance géographique, eh ben c'est unique au monde. Après, désolé de jouer les pisse-froids et de tempérer les ardeurs bourguignonnes, mais pour moi, ces appellations ne devraient pas exister. Une appellation, c'est une réputation collective. Donc une appellation qui n'appartient qu'à un seul vigneron, en monopole, ou partagée par 3-4 vignerons, ça n'a aucun sens. Une appellation Vaune-Romanée, qui a fait sa réputation grâce à une centaine de vignerons, oui, totalement. Mais une appellation de 8 hectares partagée par 6 gars, comme par exemple Richebourg, je suis désolé, mais non. D'ailleurs, dans les 6 propriétaires répertoriés sur le site officiel des vins de Bourgogne de l'appellation Richebourg, se trouve notre intéressé du jour, le domaine Méo-Camuset. Un domaine mythique de Vaune-Romanée, mais qui pourtant, pendant de très nombreuses années, a vendu une très grande partie de ses vins aux autres maisons de négoce bourguignonnes. Donc, en clair, ils n'étiquetaient que très peu sous leur propre nom. D'ailleurs, avant, c'était simplement domaine Camuset, les bouteilles siglées Méo-Camuset n'apparaîtront qu'à partir du millésime 1983. Sauf que moi, en 2016, même si le Covid et l'inflation n'étaient pas encore passés par là, je n'avais pas forcément les moyens de mettre 900 à 1200 € dans un Richebourg 2015. Bizarrement. Et en rentrant à Lyon de mon petit périple dans la Côte de Nuit, la sous-région bourguignonne qui est connue pour ses grands vins rouges et où est localisée Vaune-Romanée,
romanée, j'ai trouvé chez un célèbre caviste de la capitale des Gaules le Fissin 2013 de chez Méoca Musée qui m'était proposé au tarif serré de 45 € seulement. Je l'ai acquis en me disant que pour mon entretien à venir, je pourrais parler avec ferveur de mon dernier petit plaisir bourguignon. Finalement, j'ai oublié le vin en cave et je n'ai pas eu le poste. Quel couillon ce Loïc Geoffrey de Vinstache. Et puis fin 2017, quelques amis m'ont demandé si je pouvais leur animer une petite soirée de dégustation de vin et d'être leur MC du soir. Je me suis adonné à l'exercice avec grand plaisir et j'avais envie de leur proposer 3 grands profils de vin rouge. Un rouge tannique et puissant, donc un gros Bordeaux, un rouge soyeux et gourmand, donc dans l'esprit un Grenache du Sud, et un rouge fin et aérien, donc idéalement un Beaujolais ou un Bourgogne. Et vous vous en doutez, j'ai choisi le Fissin 2013 de chez Méoca Musée. Et pour ceux qui me demanderaient, mais pourquoi on dit Fissin et pas Fixin, eh bien je vous rapporterai les propos d'un ami bourguignon lorsque je lui ai posé la question. Tu dis bien Auxerre, pas Auxerre? Le mystère orthophonique demeure. Ce vin, j'avais envie de ne pas l'aimer. D'une, c'est un vin qui est affublé de la mention Méoca Musée frères et sœurs, soit la partie négoce de Méoca Musée. Pour faire court sur la partie négoce, les vignes n'appartiennent pas au domaine. Ils s'occupent simplement de vendanger le raisin et de le vinifier. On n'est pas sur ce côté jusqu'au boutiste où le vigneron maîtrise la totalité du process. De deux, Fissin étant l'une des appellations les plus au nord de la Côte de Nuit, elle est souvent délaissée par les amateurs. Si vous demandez à des amoureux de la Bourgogne de vous citer des appellations en rouge, on vous parlera plus facilement de Vosne-Romanée, de Gevrey-Chambertin, de Moret-Sagny ou encore de Chambol-Musigny, plutôt que de Fissin. De 3, l'année 2013 se traîne à l'infâme réputation d'être l'un des pires millésimes de ces 2 dernières décennies et que l'histoire oubliera. De 4, le prix. 45 balles. Et c'était il y a 6 ans, hein. Tous les éléments étaient là pour que je sois déçu. Un gros nom, mais sur la partie négoce, une appellation mésestimée, une année oubliable, et un prix totalement pété. J'avais juste envie de l'ouvrir, de le déguster sans conviction, et de déclamer nonchalamment à mon auditoire. Vous voyez, c'est le drame de la Bourgogne, on paye 2 à 3 fois trop cher des vins qui n'en valent pas forcément la peine. Sauf que non, c'était juste fou. Le vin était à son apogée, en bouche c'était soyeux, pulpeux, avec une belle acidité rafraîchissante, avec un bouquet ultra complexe qui pianotait entre des notes raffinées, de fraises des bois, de musc, et surtout un marqueur aromatique qui m'a renvoyé 20 ans en arrière. Ma mère vient du Vercors isérois, un plateau montagneux qui fut longtemps enclavé du reste de la France. Et mon grand-père était de ces hommes taiseux de la montagne. Son mode de vie était simple, il était tourné entre repas de chasseurs, récolte d'escargots, escapades pour dénicher des myrtilles, et, bien évidemment, le grand classique du pays, la cueillette des champignons. Bien évidemment, comme j'ai passé de très nombreuses vacances là-bas, je l'ai accompagné d'innombrables fois lors de ses sorties. Et il y a une odeur dont je me souviendrai toujours. C'est cette odeur de sous-bois frais de montagne à la saison d'automne. Un mélange d'humus, de conifères, de feuilles mortes arrosées par le crachin d'octobre et de mousse. Et bien c'est ça que j'ai senti ce soir-là dans mon verre. Et ça a été une véritable Madeleine de Proust pour moi. Je le répète souvent à l'envi, mais le pinot noir, pour moi, c'est un cépage qui a un côté pile ou face. Quand ça veut pas, mais alors quand ça veut, ça veut. Et c'est sur cette maxime pleine de philosophie que se termine ce premier épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'était le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me donne de la force. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez déjà eu une belle émotion sur un vin de Bourgogne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle sélection et pour un nouvel épisode de Vin Berbe où je vous parlerai d'un célèbre vin de Bordeaux qui lui pour le coup m'a un peu moins marqué. Indice, mon premier est un animal qui fait bé, mon second est le deuxième d'une fratrie, mon tout est le Bordeaux le plus vendu au monde, je suis